Alain Bourreau, bonjour. Bonjour. J'ai compris, monsieur, oui, je baisse la tête et je m'en vais. Puisqu'il vous en plaît ainsi, je ne réplique plus. Que vous soyez bien cavalier, je ne peux en douter, etc. Est-ce que c'est vraiment du droit de cuissage, Alain Bourreau, vers quoi nous sommes introduits, ou simplement la forme de domination sociale qui s'exerce en forme de séduction? Dans ce cas-là, on a quelque chose qui ressemble, sans être formulé explicitement comme ça le sera un siècle plus tard. Mais nous avons effectivement une situation où un seigneur, grand méchant homme, use et abuse de son pouvoir social, de son prestige, pour séduire des femmes de rang moindre, facilement impressionnables et impressionnées. Je relève en première page du Nouvel Observateur de mars 89 cette formule: chantage sexuel, les femmes accusent, le droit de cuissage revient dans l'entreprise. Donc tout de suite, l'assimilation a été faite entre la notion de harcèlement sexuel qui vient d'ailleurs des États-Unis et le droit de cuissage dont nous allons parler ce matin. C'est-à-dire qu'effectivement, dans la culture française, et essentiellement française plus qu'européenne, même s'il y a quelques débordements sur les pays voisins, disons que c'est une notion, un vocable qui était disponible et qui renvoyait à des représentations littéraires, lexicales, voire picturales, donc qui était accessible pour transcrire cette idée qu'on arrivait mal à définir de chantage sexuel. Les Américains avaient d'ailleurs, le terme qui est passé dans la loi de harcèlement n'était pas un terme habituel en français, c'est un terme qui est très largement transcrit. Harassment en anglais. Voilà. Oui. Alors, le terme en anglais, disons, a une cohérence, enfin une continuité avec un vocabulaire juridique qui n'existe pas du tout chez nous, parce que, c'est une des variantes sur les formes d'attaque, métaphore par laquelle le droit anglais, issu de la common law anglaise, désigne les offenses faites aux personnes ou faites à la loi, puisqu'il y a le terme de assault, par exemple, qui désigne les offenses les plus graves. Donc, harcèlement, c'était une forme d'attaque, pour poursuivre la métaphore militaire, une forme d'attaque de petite envergure pour chaque occurrence, mais qui à la longue produit des effets désastreux, exactement comme un harcèlement militaire peut se substituer à une bataille décisive ou un siège. Au XIXe siècle, on parlait plutôt de séduction dolosive dans la tradition française. C'est une formule qui était préférée avant qu'apparaisse cette notion, en effet, militaire de harcèlement. De comparaison à la métaphore militaire, d'ailleurs, enverrait plutôt aux auteurs du XVIIIe siècle. Oui, probablement. Et le terme de séduction, lui aussi, était difficilement acceptable au XXe siècle parce qu'il impliquait justement cette relation inégale par essence que les femmes, précisément, rejetaient. Il faut distinguer aussi, mettre en lumière l'influence américaine du point de vue d'un certain nombre d'événements qui sont survenus au début des années 90. Je pense à ce fameux procès, ou plutôt cette affaire, où se sont affrontés un juge à la Cour suprême qui venait d'être nommé et une professeure de droit, une jeune femme, qui affirmait avoir été harcelée. C'était Anita Hill et Clarence Thomas. Oui, c'est une affaire qui a été célèbre parce que, à la façon américaine, l'enquête où il était question de harcèlement sexuel était télévisée très largement en direct, avec ce goût des détails concrets, des précisions les plus petites qui est propre précisément au droit relevant de la common law. Mais au passage, il faut bien voir la différence qui s'établit et qui est partiellement annulée par les compléments sur le harcèlement moral entre le harcèlement sexuel à la française et le sexual harassment à l'américaine, qui est plus large, c'est-à-dire qui comporte toutes, disons, les invasions de la vie individuelle de chacun sur le lieu de travail par, je dirais, une atmosphère sexuelle, graveleuse ou autre. Il ne s'agit pas simplement des actes vraiment de chantage sexuel. Précisément dans l'affaire Clarence Thomas, il était surtout question d'un climat de plaisanterie douteuse, d'humiliation, sans qu'il soit vraiment question de passage à l'acte. Et pour les Américains, ça fait partie du harcèlement sexuel, ceci. Alors que dans le code pénal français, c'est beaucoup plus limité à des actes, à l'obtention de faveurs. Les termes de l'article 222-33 du code pénal ne marque pas qu'il faille absolument être passé à l'acte pour que... Non, il est vrai, mais disons que l'acte sexuel reste au centre. Pour que le délit soit constitué, cet article stipule le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle
par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. Voilà ce qui est défini comme le harcèlement sexuel. Donc il y a là une nouveauté. Pourtant, quand on regarde les choses de près, comme vous l'avez fait dans votre livre, Alain Bourreau, on constate que les juristes du 19e siècle avaient déjà constitué, je le disais sous le nom de séduction dolosive, un délit. La loi condamnait, je cite, toute espèce d'artifice qui a pour but de tromper la fille séduite et de la faire consentir à des relations intimes qu'elle refuse de nouer. Ou tous artifices et manœuvres employés pour surprendre son consentement ou vaincre sa résistance. C'est déjà la loi Neertz. Oui, en partie, avec un vocabulaire qui le rend difficilement applicable, disons. Le 19e siècle est intéressant parce que c'est celui où sont apparues avec le plus de force les controverses sur la notion de droit de cuissage. Nous n'avons pas créé de suspense inutile. Toute votre démonstration, Alain Bourreau, est de nous dire qu'il n'y a pas eu de droit de cuissage au Moyen-Âge, mais que le fait qu'on l'ait cru n'en est pas moins intéressant. Et au 19e siècle, beaucoup ont cru que le droit de cuissage avait vraiment existé. On cru ou on fait semblant de croire. Disons que il faut voir de quoi on parle exactement. Je parle dans ce livre du droit de cuissage comme droit, c'est-à-dire comme principe accepté par ou toléré par des parties concernant un échange, un abus de position sociale de la part du Seigneur. Donc, ce que je conteste, c'est que le principe a été connu, admis, reconnu au Moyen-Âge. Évidemment, je ne conteste pas la possibilité d'abus de pouvoir en domaine de sexualité dans la société médiévale comme dans la nôtre. Les situations ne sont guère différentes. Pour finir, sous ce point de vue-là. De ce point de vue-là, c'est important et ça reste toujours vrai. Cette ambiguïté, cette difficulté de poser une frontière entre un droit qui serait affirmé comme tel, c'est-à-dire le droit de la première nuit, comme on disait au Moyen-Âge, et la pression utilisant une domination sociale, une domination au travail. Au 19e siècle, Alain Bourreau, on a le sentiment que le droit de cuissage, qui est, vous le montrez, largement imaginaire, mais qui appartient désormais à l'histoire du Moyen-Âge au service des mouvements collectifs, a à la fois un aspect social et un aspect politique. L'aspect social, c'est une manière de dénoncer la domination masculine au 19e siècle. Oui, les deux aspects sont à prendre d'ailleurs, je crois, un peu ensemble. Disons qu'au XIXe siècle, ce qui se construit, c'est une catégorisation du passé, un usage instrumental du passé. Et ce que j'ai montré dans ce livre, c'est qu'un premier XIXe siècle, disons, de consensus large sur le Moyen-Âge, comme époque, pour finir, qui était l'époque fondatrice de la nation française, qui permettait de comprendre la Révolution française comme suite des efforts monarchiques en faveur des communes, ainsi de suite, avec cet autre mythe historiographique qui est le tiers-État, le tiers-État constitué au XIIe, XIIIe siècle comme classe de population non noble, protégée par les monarques, et qui s'exprimerait dans la bourgeoisie favorable à une révolution française modérée et continuée par la monarchie constitutionnelle. Donc jusque vers 1850, tout se passe bien, et c'est la grande époque de développement des grandes collections savantes et de diffusion populaire de textes du Moyen-Âge. Et puis tout se gâte dans les années 1840-1850. Pourquoi ? Je pense que de ce qui se rompt, c'est ce consensus sur la monarchie constitutionnelle, et puis les menaces sociales qui font, et puis surtout aussi un grand phénomène important, c'est la résurrection du catholicisme en Europe occidentale à partir des années 1840, un nouveau catholicisme de combat qui suscite, qui se lie lui-même au Moyen-Âge, mais d'une façon un petit peu différente. Il se lie au Moyen-Âge de saint Thomas, de l'Église, etc. Et par réaction, là, une fraction, je dirais, de la bourgeoisie constitutionnelle, qui est de plus en plus insatisfaite de la situation politique, devient de plus en plus anticléricale, et avec un anticléricalisme nouveau, différent de celui de l'époque des Lumières. Et le droit de cuissage fait partie de la condamnation globale du Moyen-Âge, en tant qu'il inclut, qu'il donne racine à l'Église et à sa résurrection au XIXe siècle. Je pense que c'est un aspect essentiel, qu'on retrouve une polarisation entre Moyen-Âge et modernité, Moyen-Âge et Renaissance, archaïsme, primitivisme et modernité, esclavage et liberté. C'est dans ce sens-là que le droit de cuissage est un des instruments de propagande utilisés à ce moment-là. Contre le catholicisme contre-révolutionnaire. Voilà. Vous montrez bien dans votre livre le tournant de
la mi-temps du siècle. C'est à partir, en effet, du Second Empire que commencent à prospérer les études sur le droit de cuissage. Vous citez en particulier le livre en 2 tomes d'Alexandre Boutors qui s'appelle « Les coutumes locales du bailliage d'Amiens », rédigé en 1507, mais qui a été présenté en 1854 à l'Académie des sciences morales et politiques par le libéral Dupin. Et dans ce livre, on peut lire, je cite, « Quand aucun des sujets ou sujettes du dit lieu de Druca, c'est la terre d'un seigneur de Rambure, se marie et que la fête des noces se fait au lieu dit, le marié ne peut coucher la première nuit avec sa dame de noces sans le congé, licence et autorité du dit seigneur, ou que, et voilà le droit de cuissage, que le dit seigneur est couché avec la dame de noces. » Là, voilà que s'affirme le droit de cuissage comme une réalité positiviste, si je puis dire, à l'Académie des sciences morales. Oui, tout à fait. Alors, bon, c'est effectivement au tout début du Second Empire, période d'ordre moral, que ce texte... enfin bon, il s'agit d'une publication qui avait été faite, une publication savante, dans une société d'érudition locale, qui avait été faite dans les années 1840, et qui est présentée à l'Académie, effectivement, par Dupin, qui met l'accent sur ces quelques lignes dans le volumineux dossier de Boutors, et avec le commentaire approprié qui fait scandale et qui suscite dans les mois qui suivent une réponse extrêmement vigoureuse du catholique, journaliste catholique Louis Veuillot, qui répond par un ouvrage complet sur le droit de cuissage pour le réfuter. Grand homme, grand écrivain, grand défenseur de la cause, en effet, catholique ou cléricale contre les héritiers de la Révolution. Veuillot. Alors, qu'est-ce que dit Veuillot ? Alors Veuillot rassemble, en fait, bon, il le fait avec l'aide de savants, notamment de jeunes chartistes. Il rassemble un dossier de contre-preuves pour montrer que les textes que l'on cite, les témoignages que l'on présente, sont des faux, sont très largement des faux. Alors, on confond une sorte de dévoiement ou de gaillardise médiévale avec un droit établi. Dans ce dossier qui est compliqué, qui va devenir de plus en plus compliqué dans les années qui suivent, puisqu'il y a des réponses par la suite. Ça dure 30 ans, en fait. Oui, tout à fait. Il y a toutes sortes de niveaux d'argumentation, c'est-à-dire entre le pur et simple faux, il y en a dans le dossier, l'interprétation tendancieuse, extrême de faits ambigus, l'interprétation légale de données, disons, de relations sociales qui sont d'un tout autre ordre. Vous voyez, il y a tous les cas de figure possibles. Et un nommé Delpit rassemble 72 preuves pour démontrer l'existence du droit de cuissage, 72 preuves qui ne résistent pas, d'ailleurs, à votre ravageuse efficacité critique. Effectivement, le dossier, en tentant, s'est gonflé extraordinairement, parce que déjà Dupin présentait, mais de façon, disons, beaucoup plus rapide, quelques cas, quelques récits célèbres, et puis Veuillot, en partie grâce à l'aide de jeunes savants, avait un dossier déjà assez complet, et l'érudit bordelais Delpit, lui, qui est du côté de l'existence du droit de cuissage, lui rassemble tout ce qu'il était à peu près possible de rassembler. Il fait la synthèse, disons, de quelques siècles de récits sur le prétendu droit de cuissage. Et donc la chose va durer à peu près jusqu'à 1880, où disons, les enjeux se neutralisent. Et 1880, d'ailleurs, c'est la date de publication du premier ouvrage un peu scientifique sur le droit de cuissage par l'allemand Schmitt. Qui dénonce les procédés des Delpit et des autres, les procédés d'accumulation, les procédés d'amalgame, qui sont des fautes méthodologiques bien connues des historiens et que vous stigmatisez. Oui, alors effectivement, le dossier était tendancieux, donc il n'a jamais été examiné de près, disons, de façon sérieuse avant Schmitt. Et encore, le travail, c'est pour ça que j'ai voulu le continuer, le travail restait à préciser. Mais disons que les grands arguments classiques, enfin les grandes fautes classiques, qu'elles soient sincères ou de mauvaise foi, consistaient à confondre deux choses essentiellement. Enfin, il y a beaucoup d'autres confusions possibles, mais deux choses. C'était les redevances de mariage dues par des dépendants de statut plus ou moins servile à l'occasion du mariage de leur fille, qui portaient des noms qui pouvaient prêter à confusion. Et là, on a affaire à des ressorts, disons, de rapports seigneuriaux classiques, bien connus, c'est-à-dire que la dépendance en elle-même est un objet économique
qui fait l'objet de négociations ou d'exactions régulières, hein. Essentiellement au moment du mariage et surtout, je dirais, ça c'est plus important, au moment du décès.